Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Une belle brochette de sujets avec Nick Payne, commentateur politique. Salut Nick. Salut Rémi. Alors, c'est fait. On l'avait annoncé, certains vendredi, certains avant, puis Joe Biden a jeté l'éponge. C'est l'annonce surprise de la semaine en politique américaine, ça c'est sûr. Les commentaires qui suivent aussi ne sont pas très surprenants, notamment dans l'univers médiatique québécois où il y a une assez forte sympathie pro-démocrate, on va dire ça comme ça. Alors on voit les visages radieux, hein, beaucoup de soulagement. Là, je ne parle pas nécessairement de nos collègues, en fait, je ne parle pas de nos collègues à Cube, mais j'ai remarqué quand même une assez forte teneur là, en envie de célébrer mal dissimulé un peu partout dans le sérail médiatique. D'ailleurs, pas juste au Québec, hein, un peu partout dans d'autres endroits en Occident notamment. Bon, aux États-Unis, on connaît la polarisation. Alors là, il y a des gens très heureux d'un côté, très moins heureux de l'autre. Mais pourquoi est-on heureux de toute façon? Moi, c'est la question que je pose et je persiste dans des choses que j'ai déjà dites à ton micro, Rémi, et je sais que je suis assez seul de mon groupe là-dedans, mais moi, je me désole un peu des relents d'agisme qui sont derrière tout ça à l'endroit de Biden parce que je considère que ce à quoi on a assisté ici, c'est une sorte d'instrumentalisation. C'est-à-dire que les partis et les organisations politiques qui sont au pouvoir depuis un certain moment, qui sentent le tapis leur glisser sous les pieds, comme c'est presque toujours le cas, hein, lorsqu'on est aux affaires, c'est globalement, en général, c'est assez plutôt difficile dans les sondages. On n'est pas certain qu'on va être réélu la prochaine fois. Et il y a toujours ce fantasme de changer de chef. Un peu comme au hockey, on change d'entraîneur lorsque ça va moins bien parce qu'on s'imagine que c'est la recette miracle qui va tout régler. Des fois, ça marche, mais plus souvent qu'autrement, ça ne donne pas les résultats escomptés. Et dans le cas qui nous occupe, le fantasme est devenu réalité parce qu'il y avait une prise, là. C'est-à-dire on s'est servi voilà, des blancs de mémoire, de la confusion occasionnelle de Joe Biden pour le tasser. Et à mon sens, c'est la vraie raison du départ de M. Biden aujourd'hui, ce n'est pas son état cognitif et son état de santé, c'est que Ah bon? le désir de se trouver un sauveur l'a emporté sur tout et sur Biden qui était un candidat trop faible. Voilà, parce qu'il montrait des signes un peu inquiétants de santé mentale. Mais moi, je maintiens, enfin mentale, cognitive, je devrais dire. Moi, je maintiens que en d'autres circonstances, et la preuve en est qu'on a tardé beaucoup avant de dégommer M. Biden, parce que c'est ce qu'on a fait, hein? On l'a poussé très, très fort vers la sortie. Là. Aujourd'hui, il faut voir le bal des hypocrites, hein, saluer le grand patriote qui sait s'effacer pour le bien de la cause. Franchement, M. Biden ne s'est pas effacé de son plein gré, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, voir tous ces gens-là célébrer aujourd'hui, je trouve ça un peu hypocrite parce que vraiment, ce qu'on a fait là, oui, puis ce que j'allais dire, c'est qu'il y a quelques mois à peine, on faisait comme si tout allait bien. Hein? C'est vraiment parce qu'aujourd'hui, Trump caracole dans les sondages. Là, tout à coup, on découvre des faiblesses à M. Biden. Je trouve tout ça un peu gros. Et franchement, je trouve que c'est pas glorieux. Et par ailleurs, le geste est téméraire et à mon sens, là, c'est pas du tout clair que les démocrates vont remporter leur pari. C'est un pari très risqué de changer de chef à la toute dernière minute comme ça. Kamala Harris n'arrive pas de nulle part. Les Américains la connaissent très bien. S'ils avaient eu un fort désir envers elle comme présidente, ça se saurait. Et puis, tout ce théâtre et tout ce tapage ne saurait faire oublier les raisons véritables de la popularité de M. Trump et du Trumpisme qui sont bien au-delà des questions de personne et même au-delà de la personne de M. Trump qui, tout le monde le reconnaît, est une espèce d'histrion très particulier. On ne pardonnerait à personne d'autre qu'à lui ce qu'il fait d'ailleurs. C'est parce que c'est une vedette de la télévision qui est dans les foyers américains depuis des décennies que M. Trump
peut se permettre de dire n'importe quoi sur tout le temps. C'est parce qu'on le connaît, il est comme ça, on l'aime comme ça, puis c'est pas grave. Mais c'est pas pour ça qu'on vote pour lui. C'est pour d'autres raisons. Il fallait entendre récemment Alexandria Ocasio-Cortez traiter Trump de néo-nazi. Bon, ben, tout est dit. On sait pourquoi les démocrates sont en difficulté. C'est pas parce que Joe Biden est en mauvais état physique ou cognitif, c'est parce qu'on redoute on n'aime pas ce parti-là pour plein de raisons et on n'aime pas ce qu'il est en train de devenir aussi. Là. La guerre culturelle compte beaucoup également dans la faiblesse des démocrates et la force relative des républicains. Alors bref, agisme, recherche de solutions magiques, politique, spectacle, commentariat biaisé. Moi, c'est ce que je vois d'abord et avant tout dans cette nouvelle. On va pédaler un peu en arrière parce que je t'ai écouté, puis il y a juste un moment où je pense avoir pas vraiment compris, c'est que là, tu t'en prends à ceux, bon, enfin, tu t'en prends. Tu contestes l'argument de l'agisme en disant c'est pas vraiment pour ça que Biden s'est fait montrer la porte. Mais à ce moment-là. C'est pas la première raison. C'est pas la première raison. Mais à ce moment-là, pourquoi c'est sa lamentable performance au débat qui a marqué le début officiel là, du dialogue pan-américain sur cette question-là? T'sais? Pourquoi, si on voulait depuis longtemps un nouveau chef, pour les raisons que tu viens d'évoquer, parce que Trump est en haut dans les sondages, Trump parle à un certain peuple américain, pourquoi on a attendu ce moment-là? Pourquoi c'est ce moment-là qui a cristallisé tout ça? Parce que c'est là que Joe Biden a montré une faiblesse importante. C'était l'occasion rare. C'est rare que ça se produise, ça, en politique, qu'on sent qu'un chef pourrait être vu comme étant inapte. Et là, c'est arrivé. Généralement, on n'est pas capable d'aller jusqu'au bout de ce fantasme. Comme tous les fantasmes, celui de remplacer un chef pour essayer de doper le vote entre deux mandats est dangereux. Et puis finalement, on ne le réalise pas. Mais là, ici, Biden a vraiment connu un débat désastreux après avoir un peu sauvé la mise précédemment dans le discours sur l'état de l'Union. Hein. Il avait été très énergique, plutôt bon. On se disait, ben coudonc, voilà, cet homme il est vieux, il est vieilli, fatigué, mais il est encore capable d'occuper la fonction. Il n'est pas prêt à courir le marathon, mais assis dans un bureau pour faire des téléphones, ça va. Et là, tout à coup, on a découvert quelqu'un de confus, perdu, mélangé, au moins, en tout cas, pendant une bonne partie du débat. Alors, c'est ce qui a ouvert la porte, mais ensuite, on l'a vu dans les jours qui ont suivi, se raplomber un peu. Moi, je maintiens que entre cet homme fatigué qui a des trous de mémoire et à du strict point de vue de l'homme, hein, de la personne, entre cet homme fatigué avec des blancs de mémoire, mais qui, somme toute, semble avoir encore sa raison, et de l'autre côté, une espèce de marchand de tapis qui produit du mensonge comme une mitraillette. Franchement, moi, homme pour homme, je fais pas vraiment la différence, en fait, de degré d'inaptitude, si tu veux. Et je le sais, on va me dire que là, je suis pro-démocrate ou je critique trop Trump, mais pas du tout. Je ne fais que regarder la réalité objective des choses. Moi, je voyais deux candidats très, très moyens s'affronter, chacun avec ses faiblesses. Ce qui est dommage, puis c'est... Moi, je sais que tu es un commentateur politique chevronné, puis tu es capable de faire des analyses, puis tout, mais tu remarqueras que la plupart... Non, mais écoute, je te lance cette fleur-là, mais c'est une fleur sincèrement envoyée. La plupart des gens qui ont analysé la situation depuis déjà quelques années s'en sont tenus à l'état cognitif de Biden et à ce que représente Donald Trump, alors que du côté, moi, il y a beaucoup d'experts américains que je respecte, dont je respecte la capacité d'analyse, qui ont dit que le mandat de Biden était un mandat de qualité. Et il y en a même qui ont dit que la façon de Donald Trump de traiter tout ce qui est relatif à la politique étrangère, c'était un grand succès presque inusité dans les 20-30 dernières années au Québec. Donc, on est passé par-dessus ces sujets-là parce qu'on s'en est tenu à la polarisation affective. C'est Guy Perkins qui nous disait ça il y a quelques instants. Tu veux nous parler d'un texte de Régent Bergeron qu'on va recevoir en fin d'émission tout à l'heure, un texte dans Le Devoir sur... cette idée-là, de plus en plus populaire dans les milieux pédagogiques, linguistiques, cette idée qu'il faudrait mêler la manière d'écrire et de parler en ne faisant qu'un. Oui, en nivelant par le bas, bien sûr, parce que le français serait cette langue. Alors, Régent Bergeron, philosophe, référait à ces gens qui veulent réformer la langue, qui ont publié dans Le Devoir aussi, hein, il y a 2 mois, sous le titre, par exemple, « Pour une orthographe FE ».
simplifié, ORTO-GRAFE, et ce sont des gens qui disent, fait pas de bière qu'on entend ça, le français est élitiste, il ne sert que ceux qui, fiers de bien le maîtriser, voient leur statut social être augmenté. C'est assez, franchement, quelle vision revancharde et un peu médiocre des choses. Évidemment, quand on maîtrise sa langue ou quand on maîtrise autre chose dans la vie, on peut en être fier. C'est correct comme ça. Ça ne veut pas dire que le français sert les uns pour pouvoir écraser socialement les autres. Là, n'exagérons rien. Là, chacun son domaine de spécialité. Si vous travaillez dans les mots, dans l'écrit, dans la communication, ben tant mieux pour vous si vous maîtrisez bien la langue. Il me semble que c'est correct. Et ce que dit Bergeron aussi, c'est que le langage écrit doit se suffire à lui-même. C'est-à-dire que le langage parlé bénéficie de l'apport des gestes, des mimiques, du langage corporel, et on arrive à se faire comprendre d'une façon ou d'une autre, même si les règles grammaticales ne sont pas toujours suivies, et puis évidemment, l'orthographe n'entre pas en ligne de compte dans ces cas-là, mais tandis qu'à l'écrit, on se détache de ce côté vivant, si tu veux. Il faut être plus précis, et c'est justement la qualité de la langue française, c'est d'être extrêmement précise et de permettre d'aller souvent au fond des choses et dans du détail plus pointu que la langue anglaise. Il faut comparer les débats et les écrits politiques américains et français, par exemple, à cet égard-là. C'est du bonbon, à mon point de vue, ce que produit la politique et les politiques français à cet égard comparé à ce qui se fait aux États-Unis, parce que la langue est plus précise, est mieux ciselée. Les mots, il y a beaucoup plus de mots pour dire une même chose, mais à différents degrés, avec différentes nuances. Bref, Bergeron dit ça, et il dit aussi, et c'est là que je veux en venir, il dit qu'à son point de vue, il est difficile de ne pas reconnaître dans cette volonté de réformer la langue ce mouvement de déconstruction, hein, le nihilisme, ça c'est moi qui ajoute ce mot, le nihilisme woke, hein, donc cette volonté de tout effacer parce que le passé, bien sûr, ne serait qu'à jeter, hein, c'est le produit du patriarcat, du colonialisme et tout ça, et donc il faut tout recommencer. Je suis d'accord avec Régent Bergeron, mais j'ajoute un élément qui, à mon avis, n'est pas dans son texte, c'est que ce nihilisme, cette volonté de déconstruction, trouve un terreau particulier au Québec qui est celui de notre assimilation, en fait. C'est qu'on a bien besoin aussi, et le wokisme en participe, de s'angliciser, de faire comme si on parlait anglais. Alors pourquoi les choses genrées, pourquoi les lettres muettes, le S à la fin des mots, pourquoi ne pas simplement faire comme en anglais? Au fond, je vois dans cette volonté de simplifier le français deux choses. La volonté pour ceux qui ont de la misère à le maîtriser, de tout simplement changer les règles pour que ce soit plus facile pour eux, parce qu'ils sont en train de perdre leur langue, et aussi cette volonté de se rapprocher de l'anglais, en fait, de parler un français qui est plus anglicisé. Et ça m'apparaît important aussi. Je pense qu'au Québec, pour une bonne part, la volonté de réformer la langue vient d'une volonté d'en finir avec cette langue, en fait. On est fâché contre le français d'une certaine façon, qu'on voit comme un handicap, comme un artefact gênant. Et puis, à mon point de vue, cette velléité-là, même si elle est en sourdine, doit être mise en lumière et dénoncée. Oui, tout à fait. Puis, il fut un temps où... parce que c'est vrai que c'est difficile d'écrire le français de la bonne façon, puis ça prend de l'imagination, ça prend de la créativité. Oui, relativement. Après, il y a des langues qui sont sans doute plus difficiles à apprendre et à pratiquer, mais il fut un temps où bien l'écrire, hein, ça faisait en sorte que vous méritiez une récompense, une certaine reconnaissance. Et aujourd'hui, cette récompense-là, la plupart des gens ne préfèrent même plus concourir à l'obtenir, ils préfèrent simplement livrer moins d'efforts. Nick Payne, demain, je veux t'entendre parler de cohabitation entre toxicomanes et résidents, parce que c'est un gros sujet, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais reviens-moi avec ça demain. On se parle demain. Avec plaisir. Salut Rémi.